Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, l'émission qui donne la parole à la jeunesse. Alors cette semaine, nous ne sommes pas en plateau et encore moins avec des invités car nous avons décidé de vous faire partager les meilleurs moments finalement de cette première partie de saison avec un best-of concocté rien que pour vous. Et on commence tout de suite avec des jumeaux, Arthur et Victor Cordel. Ils étaient venus en plateau justement nous raconter leur tour de France des fermes et des fromageries. En 87 jours, ils avaient parcouru pas moins de 4400 km en vélo avec des paysages et des rencontres à couper le souffle. Sur Facebook et Instagram, on partageait les portraits des personnes qu'on rencontrait, des fromageries qu'on visitait. Et en même temps, pour moi aussi, ça me permettait de voir un peu plus de techniques fromagères. Et donc voilà, on alliait le partage des connaissances. Voilà. Alors parlons de ces rencontres. Qui avez-vous rencontré concrètement ? De tout en fait. On a rencontré des directeurs d'usines de laiterie, des petits fromagers avec 22 Vosgiennes, Ouais. des reconvertis, beaucoup de Voilà. reconvertis. Pendant notre périple, on a rencontré des gens, une avocate qui est devenue fromagère, de tout horizon différent. Au total, c'est 36 profils que vous avez, 36 fromageries françaises que vous avez rencontrées. Est-ce qu'on peut dire, parce que je pense que vous êtes légitime justement pour me répondre, qu'on peut être fier de notre terroir fromager français ou pas ? Ah bah complètement. En France, on a quand même la plus grande variété de fromages au monde, je pense. On peut même dire, on dit souvent aussi qu'il y a autant de fromages que de fromagers. Et donc, on a goûté de tout, et même au sein du même fromage, il y a des grosses différences. Nous, en tout cas, on a pu en manger tous les jours et jamais en avoir marre. Voilà. Ah, vous n'avez pas été dégoûté en 87 jours. Jamais. Mais c'est vrai que le fromage, pour être dégoûté, c'est compliqué. Vous donnez envie maintenant de manger du fromage. À moins de trop en manger, moi j'en ai mangé un peu trop dans le Cantal, mais Léger. Alors en France, on a des bons fromages, mais en Suisse aussi, je crois. Non, vous n'avez pas fait une étape en c'est Suisse ? ça. On a fait un petit détour. Ouais, un tout petit hors-série. On est passé par le Gruyère d'Alpage un dimanche matin en détour. Ouais. C'était un super joli coin. Il faut dire aussi qu'on a rencontré en Suisse, du coup, le fromager le plus technique qu'on ait vu pendant notre parcours. Il avait été technicien fromager toute sa vie et Voilà. il était vraiment calé. On peut dire que les Suisses, ils savent pas faire que des montres. Et il finissait sa retraite en alpage. Alors Arthur, en off, tu me disais, on faisait voyager les gens avec nous, mais vous faisiez également voyager les fromagers avec vos précédentes rencontres. Et puis nous aussi, on a pu voyager. J'ai monté justement ces images que vous m'avez envoyées. J'étais devant mon PC, je me suis dit, mais moi aussi, je vais faire un tour de France en vélo. Alors, peut-être pas en vélo, parce que c'est un peu... Voilà, je suis pas trop sportif, mais c'était ouf, les paysages, les rencontres que vous avez dû faire. Vous avez vraiment voulu faire voyager les gens avec vous, à travers également les réseaux sociaux. Ouais, en fait, c'était un moyen... Le vélo était un moyen vraiment super sympa de voyager, justement pour ça. On a eu le temps de prendre des images incroyables, parce que le voyage était lent. C'est une manière plus soutenable de voyager. Ouais. Et après, on avait un capital sympathie énorme auprès des gens qu'on rencontrait justement. Donc là, le contact était super facile avec les gens. Et de par les 2 années qu'on a passées, voyager, les personnes ne l'avaient plus trop fait. Et donc nous, on racontait toutes nos histoires qu'on venait de faire et ça redonnait envie aux gens de bouger. Et voilà. Alors vous êtes fils d'agriculteur, alors on pourrait se dire, ils en connaissent déjà beaucoup. Mais finalement, le Tour de France, vous en avez appris tous les jours. Hein. Ah oui, complètement. Ouais. Et rien que le fait de voyager en France, on s'imaginait pas. On avait déjà voyagé à l'étranger, moi en Australie, au Canada, Arthur aux États-Unis, en Turquie. On avait passé des années entières là-bas. Et là, on a redécouvert la France en fait. On imagine que vos journées devaient être assez bien rythmées. Alors vous êtes venu avec vos vélos, avec votre maison finalement pendant les 87 jours. Racontez-nous un petit peu une journée type à vos côtés. Je présume que vous rouliez constamment le matin, vous arrivez chez un fromager. Racontez-nous comment que ça se passait. En général, du coup, il a fallu qu'on se cale un rythme. Au début, on savait pas comment ça allait se passer. Et rapidement, on a essayé de se caler au rythme des fermes qu'on connaissait, nous, par chez nous. Du coup, en commençant par la traite le soir. On commence, pour démarrer chronologiquement, on démarre par le soir, mais on arrivait pour la traite chez l'agriculteur. C'était le moment où, en fait, on pouvait vraiment le capter. Un moment où il était disponible, où il courait pas partout sur son exploitation. Et là, on rencontrait, on avait le temps de discuter avec eux et de leur donner un coup de main en leur montrant qu'on était un peu du milieu, qu'on savait de quoi on parlait. Et là, tout de suite, l'accueil, il était vraiment exceptionnel. Chaleur exceptionnelle. Et on le voit également sur ces images. Et du coup, le lendemain matin, s'il fallait leur donner un coup de main, on se relevait à 4h, 5h du matin pour faire la traite avec eux du matin. Et ensuite, on passait à la transformation en production jusqu'à midi 13h. Et les après-midi, en moyenne, on faisait 60-70 km par jour.
100% jeunesse est également des sujets d'actualité et de société qui concernent aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Regardez. On n'a pas besoin d'attendre une situation dramatique pour pouvoir réagir. Aujourd'hui, on a les moyens de prévenir sur le harcèlement, aussi bien le harcèlement scolaire que le cyberharcèlement. Et aujourd'hui, le grand absent au niveau du gouvernement est la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je pense que la protection de l'enfance a toute sa place dans le harcèlement. Alors, la crise de la Covid, et notamment l'isolement, a suscité de nouveaux modes de communication. En 2020, l'association e-Enfance a fait un constat inquiétant. Elle a vu augmenter de 44% les appels sur son numéro vert Net Écoute, désormais le 3018. Est-ce que vous, dans votre association, Sophie, vous avez aussi remarqué une arrivée massive de victimes d'harcèlement, de cyberharcèlement? La Covid-19 a-t-elle émergé davantage de victimes? Alors, la Covid, effectivement, a eu des conséquences sur les modes de vie et notamment chez les adolescents puisqu'ils étaient privés, entre guillemets, de sortie. Donc, ils ont beaucoup plus utilisé les réseaux sociaux et effectivement, le cyberharcèlement, c'est du harcèlement sur Internet. C'est quelque chose qu'on connaît depuis l'apparition d'Internet, mais qui s'est accentué avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, effectivement, on a beaucoup plus de harcèlement via les réseaux sociaux qu'il y a quelques mois. Alors, les réseaux sociaux, c'est un peu on ne peut pas s'en passer, c'est un peu, ils sont dans notre quotidien. On sait qu'ils sont responsables justement de ce cyberharcèlement, mais comment faire alors pour éviter de telles situations, qu'on en arrive jusqu'à des suicides? Alors, je pense que la première chose, c'est déjà de parler, d'échanger, que les parents... Parce que dans le harcèlement, le rôle des parents a une place centrale. Après, effectivement, on peut s'aider de l'éducation nationale, des professeurs, des éducateurs, mais le parent est là vraiment pour pouvoir informer son enfant des risques encourus sur les réseaux sociaux. Donc déjà, instaurer un bon climat de confiance avec son enfant. Tout à fait. Alors, peut-être limiter, contrôler aussi les réseaux sociaux, les prévenir aussi... que les réseaux sociaux, on peut inviter des camarades, des gens qu'on connaît, et garder sa sphère privée. Et ne pas accepter n'importe qui et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors, vous l'avez dit, Sophie Maurice-Pluchon, qu'il faut en parler le plus tôt possible, en tout cas quand on est victime d'harcèlement, de cyberharcèlement, aussi bien scolaire que sur le net. On va en parler. Mais avant, moi, je voudrais savoir, est-ce que les harceleurs, ceux qui vont harceler justement, ont conscience de leur acte? Est-ce que sur le net, avec le cyberharcèlement, le fait d'avoir un écran interposé, ça sera un peu un bouclier, ils auraient plus confiance? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font? Alors souvent, le harceleur n'a pas conscience des conséquences de son acte et n'a pas conscience surtout des problèmes qui va engendrer son harcèlement à travers les réseaux sociaux. Et je dis aujourd'hui, le gros problème, c'est effectivement, c'est facile de se cacher derrière un écran, derrière un pseudo. On se dit qu'on ne va pas être retrouvé, qu'on va être noyé dans la masse. Et puis, il y a le harceleur, il y a la victime, mais il y a aussi beaucoup les spectateurs qui surenchérissent les likes, qui surenchérissent les réflexions sur les différences, parce que souvent, le harceleur s'attaque à quelqu'un de vulnérable. Quand on est jeune, c'est compliqué de le faire à ses parents parce qu'on dépend financièrement d'eux, on vit sous le même toit qu'eux. Et comme parfois, ça ne se passe pas du tout bien, parfois, on n'a pas des parents qui l'acceptent directement, qui font les démarches nécessaires pour mettre à l'aise leurs enfants. Parfois, c'est tout l'inverse. Ça se termine du coup avec des enfants qui finissent dehors, qui finissent à la rue, qui finissent avec toute leur famille ado. Mais on préfère quand même ne pas citer que ces exemples-là parce que ça rend très difficile du coup le coming out, ça rend très difficile la perspective juste d'une personne qui n'est pas hétéro, qui n'est pas cis. Donc on préfère quand même également parler des coming out qui se passent bien, au final. Alors, Lucas nous l'a dit dans le témoignage, il a un petit peu préparé le terrain en abordant un petit peu le sujet du coming out, de l'homosexualité, avant justement de franchir le cap. C'est la bonne technique, c'est la technique qu'il faut adopter. Il faut tester un peu. Oui, clairement. Damien, c'est ce que tu as fait toi aussi? Oui, on va dire, moi j'avais un peu du bol, on va dire. C'est que quand j'ai commencé à me poser des questions, c'était pendant qu'il y avait tout le débat sur la manif pour tous, enfin le mariage pour tous, qu'il y avait la manif pour tous, voilà. Et du coup, c'était le sujet d'actualité, donc j'ai vite compris que mes parents étaient pour le mariage pour tous. Et donc, voilà. Donc tu t'es lancé, tu t'es dit, c'est bon, il n'y a pas de risque. Alors non, il m'a fallu quelques années, mais, mais je savais que ça se passerait bien, mais voilà. Dès que je me pose encore des questions, j'ai mis un peu plus de temps que prévu.
Alors, la question d'orientation sexuelle peut être un sujet un peu clivant, justement, de la société. C'est donc pour ça que sur le terrain, il y a des associations qui se mobilisent justement pour faire ouvrir les états d'esprit, accompagner les jeunes et les moins jeunes. C'est le cas notamment de Couleur Gay. Parlons de ce groupe de jeunes dont Stéphanie, tu es en charge et que tu encadres ces jeunes. Comment que ça se passe un petit peu? Vous vous réunissez tous les mois, vous échangez sur les questions de l'homosexualité, du coming out. Raconte-nous un petit peu. Alors, pour faire court sur Couleur Gay, c'est une association qui est très connue pour du coup faire la Pride, donc toute l'organisation de la Pride, etc. Mais en dehors de ça, on fait beaucoup d'IMS, donc d'intervention milieu scolaire. C'est là aussi où on prépare un peu la nouvelle génération à toute question d'orientation sexuelle, de genre, même de racisme également, de sexisme. Donc c'est super important, on touche pas mal de jeunes et c'est comme ça qu'on forme leur ouverture d'esprit, on va dire. Et donc le groupe jeune, c'est l'une des commissions de Couleur Gay. On se réunit un mercredi et un samedi par mois. La dernière réunion, c'était le 22 septembre, la prochaine, c'est le 9 octobre. Et du coup, en fait, c'est un groupe qui permet de rendre les jeunes LGBT de Metz visibles. Et puis surtout, c'est juste un endroit convivial où c'est safe et ils peuvent se retrouver entre eux pour parler de plein de choses, partager leur expérience. Le fait d'être dans la même situation, ça les rassure, qu'est-ce qui ça leur permet d'échanger sur le sujet, le fait d'être ensemble avec d'autres jeunes qui nous ressemblent, ça permet de libérer la parole. Exactement, c'est cette notion de groupe qui est importante puisqu'ils se sentent, comme j'ai dit, safe, ils se sentent en sécurité. Ça leur permet de partager leur expérience avec les autres parce qu'ils sont conscients que les autres aussi subissent les mêmes discriminations au quotidien, même si, comme on a dit tout à l'heure, pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres. Vraiment, cette notion de groupe est très importante et ça leur permet, même si au début, ils sont assez timides et pas forcément en confiance, ça leur permet de s'exprimer par la suite et juste de créer des liens, en fait. Trop peu d'informations sont connues auprès des publics que nous rencontrons et c'est assez, on va dire, simpliciste dans le fait qu'aujourd'hui, on va parler notamment et principalement du préservatif. Alors comment mieux finalement informer les jeunes? Est-ce que c'est ce dialogue entre parents-enfants qu'il faut absolument faire? Quelle est la solution que vous proposez justement pour que les jeunes soient le plus informés sur les questions de sexualité? Alors, oui, pour ma part, je pense qu'effectivement, il faut que les parents essayent d'en parler. Après, je pense que c'est peut-être pas toujours très simple et que c'est quand même le rôle de l'école et que peut-être il faudrait qu'on intervienne plus dans les écoles. Peut-être, on va dire, de façon assez récurrente parce que on sait que enseigner, c'est répéter et que le dire une fois aux enfants, c'est peut-être pas assez, qu'il faudrait peut-être en parler, je ne sais pas, en 6e, mais peut-être refaire aussi des piqûres de rappel au fur et à mesure où les enfants progressent dans leur scolarité. Pour qu'effectivement les messages soient bien intégrés. C'est pas toujours facile, je pense, peut-être pour les parents, et l'école devrait quand même avoir ce rôle, je pense, oui. Alors vous dites c'est pas simple finalement pour les parents. Même nous, quand nous sommes allés faire le micro-trottoir, ça a été compliqué d'aborder la question de la sexualité avec les jeunes, les adolescents. On va peut-être répondre à la question d'origine. La sexualité, notamment chez les jeunes, est-ce que c'est encore un sujet tabou aujourd'hui en 2021 ? Alors, on va dire à l'hôpital, pour ma part, quand j'en discute avec des patients jeunes, c'est très variable. Effectivement, il y a des jeunes qui ne vont pas avoir trop de tabous parce qu'ils ont déjà entendu parler de certaines choses, ils sont déjà informés. Pour eux, ça va leur paraître une évidence, le préservatif, les moyens de contamination. Et puis pour d'autres, effectivement, il y a une méconnaissance des modes de transmission. On a encore beaucoup de monde, même en France, qui croit qu'on peut être contaminé pour le VIH par le simple baiser. On va parler à présent de la Coupe de France, de l'entrepreneuriat social qui concerne les jeunes de 18 à 30 ans avec la Social Cup qui revient cette année pour sa 8e édition. Et Vincent Janier, chargé de projet de communication sur le programme, était venu justement en plateau nous raconter les modalités du concours. Dans le cadre de la Social Cup, en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 grandes phases. La première phase, c'est la sensibilisation. Donc, en fait, on vient à la rencontre de toi, jeune étudiant, ou jeune d'ailleurs, de tout milieu confondu, parce qu'on intervient dans des associations, des écoles, des universités, et on leur présente en fait tous les enjeux et comment est-ce qu'on peut finalement passer à l'action, si on a envie de faire bouger les codes de la société. Et justement, ces rencontres-là, elles rentrent dans les 3 grandes étapes que concerne la Social Cup et cette Coupe de France. Voilà, ça c'est la première étape, donc c'est ce qu'on commence à
faire au début de l'année. La deuxième étape, et c'est une étape importante, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est l'organisation de créatons. Donc les créatons, rapidement, en fait, c'est une journée d'intelligence collective qui est ouverte à tout le monde, déployée sur toute la France dans 12 villes, donc dans 12 villes, Marseille, Lyon, Paris, etc. Pour nous, c'est Strasbourg, pardon. Pour vous, Région Strasbourg, Grand Est, c'est le ça. 11 décembre de 9h30 à 18h30. Et il y aura justement, en fait, dans cette journée, c'est une journée d'intelligence collective qui est ouverte aux curieux, aux personnes qui sont sensibles justement à ces problématiques et aux personnes, du coup, qui peuvent aussi potentiellement, qui sont déjà porteuses ou porteurs de projets. Et au cours de cette journée, en fait, il y a des mentors, des coachs. On propose plein d'ateliers un peu innovants pour justement aider ces personnes à avoir de l'impact. Et on passe un super bon moment tous ensemble. C'est un événement gratuit et à la fin, on va tous boire un verre ensemble pour festoyer et se réunir pour essayer d'avoir un maximum d'impact ensemble. Il sait nous convaincre pour qu'on y aille. Alors, rapidement, la battle finale, parce que nous, on veut savoir exactement, on va s'engager pendant plusieurs mois. La battle finale, comment que ça se passe ? La battle finale, c'est le 10 mars. Et comment ça se passe, en fait, c'est que, en fait, vu que la Social Cup est déployée dans 12 villes, après, il y a une phase de candidature d'appel à projet. Donc, il faut savoir que chaque phase est indépendante. Donc, n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas participé au créaton, peut candidater à l'appel à projet. Et une fois, en fait, il y a une phase de jury dans chaque ville. On sélectionne un projet. Et donc, il y a en tout 12 projets finalistes qui gagnent des récompenses. À partir du moment où on est sélectionné pour la battle finale, on gagne des récompenses. Donc, c'est des récompenses financières, d'accompagnement de projet, de visibilité sur les réseaux sociaux. Et le lot total, c'est de 50 000 €. Alors, l'appel à projet, justement, qui commence le 20 novembre et il se poursuit jusqu'au 11 décembre. Donc, c'est le moment de se mettre et de réfléchir à un projet. Ou si vous en avez un, il faut aller le présenter. Alors, en cette édition, la Social Cup a quand même, on vous a quand même proposé 1014 projets. Ça montre finalement que la jeunesse a de l'engagement. Quelles sont les perspectives, les objectifs pour cette 8e édition ? Alors, pour cette 8e édition, l'objectif, c'est de sensibiliser 3000 jeunes au moins, qu'il y ait 500 jeunes qui participent au créaton. L'objectif, c'est vraiment d'engager un maximum la jeunesse qui veulent faire bouger les choses. Et en tout, on a aussi un objectif vraiment d'inclusion. Donc, on cible aussi beaucoup les personnes qui sont éloignées de la formation ou de l'emploi pour qu'ils puissent s'engager dans ce domaine. Vincent, je te prends de court, mais tu as 20 secondes pour donner envie à nos téléspectateurs, à nos étudiants et à nos jeunes de participer à cette 8e édition. 20 secondes. Ok, c'est parti. Alors, toi, jeune qui me regarde derrière ta télévision, arrête de scroller. Tu vois peut-être plein d'informations justement avec tous les incendies, etc., les problèmes sociaux, les inégalités, et tu as envie de t'engager. En fait, t'as pas pour vocation de devenir entrepreneur social forcément, mais juste de découvrir ce qui t'anime, toi, en tant que jeune, et comment tu veux construire ta carrière professionnelle. Donc, je t'invite à te renseigner sur les réseaux sociaux, la Social Cup, et sur les événements Facebook. Et Vincent a été plus que convaincant, alors ne tardez plus. Si vous aussi, vous avez envie de proposer votre projet, vous avez jusqu'au 20 décembre. Et pour ce faire, rendez-vous sur le site internet lasocialcup.com. Et si vous êtes un fidèle de 100% jeunesse, vous le savez, nous terminons l'émission dans la grande majorité des cas avec des jeunes talents artistiques. Ils sortent un album, un single, un EP. Ils viennent nous le faire découvrir en live sur le plateau. Ils ont été 5 justement à fouler les planches, si on peut dire ça comme ça, de 100% jeunesse. Et on vous propose tout de suite une compilation de ces lives. Regardez. Pensavo di conoscere la fine della storia. Ero quasi pazzo di te. Stelle mancanti è già mattina. Sono qui e non voglio tornare a casa mia. Avrei dovuto darti di più, forse ti ho dato troppo. Ho tutte le carte in mano ma mi sto rompendo la schiena. Giusto per te, ho dato per te, tutto per te, amore. Baby, mi piaceva quando ci incontravi in discoteca. Mi vedevo, tuoi occhi azzurri, stavo impazzendo. Vestita di Prada o di Magella casa. E così, e la vita è così, i demoni erano.
mais je suis pas le soleil. Numéro sky comme Simone Veil, je suis partout comme une abeille. On fait ça pas que pour l'oseille, j'enchaîne les punch dès le réveil. On t'a dit je suis la relève, malheureusement c'est moi qui ai trouvé la fève. Poto, je suis né avant Adam et Ève, je suis pas la relève, non je vous achève. Gros coup droit, SO à mes frères, mon couplet je le parachève. Moi je veux des sous, pas le temps pour les lobes. Mes punch des balles de Kalachnikov, je tire partout, appelle-moi Rouchkov. Que des lucarnes à la Berbatov. Mon rap c'est un game et tu gagneras pas, je vais être écouté jusqu'au Guatemala. Je suis imprévisible comme un attentat, ça tire balle réelle comme à Atlanta. On donnait l'illusion que ça agéchant. Nos grands-parents t'ont fait dur dans les champs. Moi je claque tout mon bif sur les champs. Aujourd'hui écoute, tout casser les temps. Dans le beurrage, je suis en roue libre. Je graille les vétérans comme un cookie. Quand je rage, je m'évade comme Houdini. J'espère un jour être sur Combini. Je plonge doucement, je whine. J'arrête l'alcool, je suis high. Tu seras toujours mon étoile, mon étoile. Je me fais rêver, je fly. Loin sur la comète, je suis à l'heure, à l'heure. Eh, eh, eh. Fidèle, investi comme toujours. Je sais que tu m'aimes pour mon âme. Tu as peur de ma haine, tu as peur que je m'emballe. Dans ma tête ça ride, écoute la vibe. Ton corps je slide, susurre-moi des mots. Dans ma tête ça ride, écoute la vibe. Ton corps je slide, susurre-moi des mots. Trop de drama, 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 eh. Trop de drama, 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 eh. Eh, 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 Un petit peu se faire tuer par un colt pour avoir vendu du shit ou d'un mort, ben ouais. Ma gueule faut des pesos, je veux les dernières peu ça. Pour s'habiller c'est Taro, Gucci, Fendi, moi je veux tout ça. Ah mais là je suis tout seul, Dieu merci je suis pas sale. Je remercie la daronne qui sacrifie pour ma vida. Le regard est vide, hein, cœur rempli de noireux, hein. Quand je dis même pas que je débute, à ce qui paraît je débite. Ils critiquent depuis le début, aujourd'hui c'est des gros débiles. Trace ta route, fais tes bails, ils viendront tous te critiquer. Pas de doute au cas, c'est que tu les auras piqués. Je pull up, si tu arrives, ils auront le démon. J'accepterai le job quand j'aurai plus un sur le con. C'est ça la vie, tu connais la vis. On fait le tour de la ville et personne n'a de vis. J't'attaque que des true stories. Et si jamais ça se tape, y'aura des stories. Génération petite tasse, TikTok en folie. Suicidaire et masqué, et jeunesse avortée. Chaque jour mes sentiments s'étiolent, le quotidien me viole. Sur tous nos écrans la violence, bercée dans la souffrance. Comment compter sur la culture, promise à la censure. C'est dans cette dictature que l'on endure, dans cette putain d'époque où l'on suffoque. Nous sommes des immortels en sursis, gravés sur nos stèles, nos applis. Dis-moi où est l'espoir aujourd'hui? Nos aïeux ont sacrifié nos vies. Si nous sommes si bien surveillés, c'est pour mieux consommer. Perfusé à tous les réseaux, je débranche mon cerveau. Mais si je peux encore aimer, ce n'est que mon reflet. Pour le placarder en selfie, sur le feed de ma vie. La raison sur un fil, dans cet asile. Combien d'espèces perdues pour une qui tue. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez dès à présent voir et revoir l'intégralité des numéros sur notre site internet, rubrique 100% jeunesse. On prend congé de vous pendant quelques semaines, mais c'est promis, l'émission revient dès le 4 janvier à 19h sur Moselle TV bien sûr. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et rendez-vous donc en 2022. Salut!